Mesdames et messieurs, bonjour. C'est l'heure de vous informer. Plein de chocs à l'international. Deux activistes congolais ont saisi la justice du Canada au nom de 50 familles visant deux citoyens canadiens présentés comme responsables du Conseil national de cyberdéfense et de la République démocratique du Congo. Des précisions dans cet élément. Les activistes congolais Tessango Victor et Palmer Kabeya, agissant aux côtés des 50 familles se déclarant victimes de violations graves des droits humains, ont saisi la justice canadienne. Leur plainte cible deux citoyens canadiens présentés comme responsables du Conseil national de cyberdéfense de la République démocratique du Congo, RDC, Lisette Kabanga et Jean-Claude Boukassa. Selon le plaignant, le fait reproché serait lié à des actes commis dans le cadre des activités du Conseil national de cyberdéfense, une structure stratégique de la présidence congolaise intervenant dans les questions de sécurité numérique et de surveillance. Les familles dénoncent des atteintes aux libertés fondamentales, notamment des violations présumées des droits à la vie privée, à la sécurité et à la protection contre les abus de pouvoir. En portant l'affaire devant la justice canadienne, les activistes entendent invoquer la compétence des tribunaux du Canada en raison de la nationalité des personnes mises en cause. En portant l'affaire devant la justice canadienne, les activistes entendent invoquer la compétence des tribunaux du Canada en raison de la nationalité des personnes mises en cause. Cette démarche vise à obtenir reconnaissance, justice et réparation pour les victimes présumées. Pour Tsongo, Victor et Palmer Kabeya, cette action judiciaire représente un point décisif contre l'impunité. Ils affirment que les mécanismes nationaux en RDC n'auraient pas permis, selon eux, d'obtenir un traitement impartial du dossier. À ce stade, aucune décision judiciaire n'a encore été rendue et les personnes visées par la plainte n'ont pas encore publiquement réagi aux accusations. Conformément au principe de la présomption d'innocence, les faits allégués devront être examinés par des autorités compétentes. Après l'adoption de la feuille de route nationale l'an dernier, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacques Chabani, a hier mardi une séance de travail avec le ministre de Mines, Louis Watum Kabamba, et une délégation de la Commission nationale de la lutte contre la fraude minière. Objectif, renforcer la coordination dans la lutte contre la fraude minière. Les détails avec le ministre de Mines dans ses propos. Autour du VPM de l'Intérieur, c'était réunir la commission de lutte contre la fraude minière et faire un état des lieux ou une évaluation des actions qui avaient été reprises dans la feuille de route, sur la feuille de route qui avait été convenue fin de l'année passée, savoir où on en est et qu'est-ce qu'il y a encore lieu de faire. Bien entendu, il y a encore énormément à faire. Il y a un certain nombre d'actions qui ont déjà été accomplies sur terrain, mais il faut encore aller plus vite et encore faire encore plus. Parce que aujourd'hui, nous avons cette problématique avec les artisanaux. Nous avons des creuseurs artisanaux et des coopératives qui sont tout à fait honnêtes et responsables et qui ne demandent qu'une seule chose, travailler en conformité avec la loi. Mais nous avons également la problématique de tous ces envahissements illégaux sous le label de l'artisanat minier, mais qui amènent des grosses machines et qui vont dans les zones concédées et qui font des exploitations tout à fait illicites et illégales. Nous avons convenu d'un plan d'action très offensif pour pouvoir mettre fin à cela. Je crois que dans les tout prochains jours, on verra des actions concrètes se réaliser. Nous saluons la nomination par le chef de l'État récemment de l'inspecteur général de mines qui se joint à notre lutte contre cette fraude minière pour pouvoir remettre les industriels dans leurs droits, pour pouvoir sécuriser les artisanaux, les coopératives qui sont en règle par rapport à la loi et mettre fin à ce fléau d'envahissement des sites miniers et remettre de l'ordre dans ce secteur. Après une première étape au Lualaba, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liao est arrivé mardi après-midi à Lubumbashi. Objectif est poursuivre sa mission de proximité avec les agents et cadres de l'État dans l'espace Grand Katanga dans le cadre de l'itinérance administrative engagée par son ministère, a-t-il déclaré. Oui, je l'avais déjà annoncé à Kolwezi que nous allions faire une tournée sur l'ensemble du territoire national. Eh bien, c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, cette étape concernait les Grands Katanga. Je vais commencer par Kamina, Kalemi, Kolwezi. Maintenant, je chute avec Lubumbashi avant d'enchaîner sur d'autres provinces.
les objectifs sont les mêmes. Faire le point avec les autorités provinciales sur le fonctionnement des administrations déconcentrées ici en province, notamment ici dans la province du Haut-Katanga. Ensuite, publier l'annuaire alphabétique et numérique des agents et fonctionnaires prestants ici dans le Haut-Katanga. Sensibiliser les catégories d'agents publics qui ont été récemment intégrés dans le dispositif nouveau de la sécurité sociale des agents publics de l'État. Et ensuite aussi sensibiliser les veuves et les orphelins sur leurs nouveaux droits sociaux. Et dans tous les cas, faire le point aussi avec le chef de division sur les différentes réformes que nous avons dernièrement implémentées et qui sont essentielles pour le bon fonctionnement de l'administration. Je voudrais faire tomber les mythes du Grand Katanga. Vous savez, ici, les gens pensent que le Haut-Katanga est une province minière et que donc tout va bien. Moi, je dis non. Il y a l'économie minière notamment, d'un côté. De l'autre côté, il y a l'administration. Et il faut faire attention avec l'administration. Parce que si vous confondez les deux, eh bien, vous allez laisser les fonctionnaires dans la détresse. Donc, mon rôle, c'est aussi celui de veiller à ce que justice soit faite à ces fonctionnaires, qu'ils soient placés dans des conditions psychologiques optimales, au même titre que ceux qui sont à Kinshasa et ceux qui sont ailleurs, pour que l'élan de gouvernance qui est ici imposé soit soutenu par une administration publique efficace, soit au rendez-vous du rendement et des résultats. C'est ça l'essence de ma venue ici à Lubumbashi. En déplacement à Kiseguro, à Ishacha, où il séjourne depuis mardi 24 février, le gouverneur Bati Moussanga Erasto multiplie le message d'apaisement. Il appelle les populations locales à privilégier le vivre ensemble et à se désolidariser de FDLR dans un contexte sécuritaire toujours fragile. Il était dans ce reportage le site de communication du gouvernorat du Nord Kivu. Il séjourne à Nyami-Lumon dans les territoires des Rutshuru à plus de 150 km de la ville de Goma. C'est le gouverneur du Nord Kivu Bati Moussanga Erasto, accompagné de plusieurs membres de son cabinet et en mission d'itinérance. C'est mardi 24 février 2026 dans la chefferie de Bouichan en territoire des Rutshuru. Tout est parti des localités d'Ishacha, Nyami-Limon, Kisharo et Katouigourou pour chiter à Gisegourou, à plus de 150 km de la ville de Goma, où le gouverneur du Nord Kivu a été chaleureusement accueilli par l'administrateur du territoire de Rutshuru, les Mwami de la chefferie de Boucha, ainsi qu'une foule immense. Ici, cela faisait plus de 15 ans qu'aucun gouverneur n'avait foulé les sols de ces localités à raison de l'insécurité causée par le FDLR. Très heureux de partager un long moment d'échange avec l'autorité provinciale, les habitants ont salué cette politique de proximité instaurée par le gouverneur Bati Moussanga Erasto. C'était avant de remercier les autorités du mouvement révolutionnaire AFC 123 pour la paix et la sécurité restaurée dans le groupement des Binza en général. Nafurahi sana kuona wasultani wanafika huku. Juu tunamaliza masiku hatukuona watu wa kutuona sana. Ninafurahi sana kuwaona. Leo tuko tunalala. Hapa tunawacha na mlango na wazi omwe sasa. Leo tuko tunalala manyumba. Tuna furaha sababu tumepata kiongozi na tumesema shida zetu akatutatulia. Tuna furaha sana. Usalama sawa, tunatembea bila shida, tunalala bila shida, tuko na usalama kabisa. Ujumbe mimi naomba nani? Le tribunal de grande instance de Kolwezi a rendu son verdict le lundi 23 février dans l'affaire de viol collectif commis le 28 décembre 2025 au quartier Golfe Istem. À l'issue d'une audience en procédure de flagrance, 9 de prévenus ont été condamnés à la peine capitale avec dommages et intérêts pour la victime. Le détail dans ce reportage.
Une audience foraine s'est tenue à la grande place de la Poste en présence du ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité Roy Kaumba Mayonde Philippe, du premier président de la Cour d'appel du Lualaba, du procureur général, ainsi que de la population venue assister à ces procès publics. 10 prévenus étaient poursuivis pour viol collectif sur la nommée Kayumba Nsenga Deborah et pour association des malfaiteurs. Les faits ont été commis le 28 décembre 2025 du côté bypass. Des images relatives à ces faits ont circulé sur les réseaux sociaux. Les tribunaux des grandes instances de Kolwezi statuant en procédure de flagrance en matière pénale après instruction des dossiers réquisitoires du ministère public a rendu son jugement sur les bancs le lundi 23 février 2026. 9 des 10 prévenus ont été déclarés coupables d'association des malfaiteurs et viol collectif commis sur la victime, tandis que l'un de ces derniers a été déféré devant son juge naturel pour cause des minorités d'âge. En conséquence, ils ont été condamnés à la peine de mort et au paiement des dommages et intérêts en faveur de la victime en réparation du préjudice subi. Dit établir en fait comme en droit l'infraction d'association de malfaiteurs à la mise à charge des prévenus Ilunga Jérémy, Jonathan Kaminkot, Kateteko Mouke Josué alias Aigle, Kalukulu Mbere Abilin alias Abilos, Bwanga Kabuya Eli, Mbui Modeste Stino, Kalenga Kabuya Exaucé, Kakwata Silva Estras et Belesi Kasanga Gosmi. En conséquence, les condamne chacun à la peine de mort. Dit établir en fait comme en droit l'infraction de viol mise à charge des prévenus si haut et identifiés. En conséquence, les condamne chacun à 20 ans de servitude pénale principale et à une amende d'1 million de francs congolais payable dans le délai légal. À défaut, subir 40 jours de servitude pénale subsidiaire. D'irrecevable et fondé l'action civile, en conséquence, les condamne à payer une solidium à la victime Kayumba Nsenga Deborah à titre de dommages et intérêts, la somme équivalente en francs congolais de 20 000 $ américains pour tout préjudice subi. Dit que ces infractions ont été commises en concours idéal, en conséquence, le tribunal le condamne à la plus forte peine, soit celle de mort. Ordonne leur arrestation immédiate. Le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Roy Kaumba Mayonde Philippe, présent à cette audience en flagrance, a indiqué que ces procès constituent un signal destiné à décourager de tels actes, lesquels ont été condamnés par la gouverneure Fifi Masuka Saini. Nous sommes très choqués, le gouvernement provincial ainsi que notre gouverneur de province, Maman Fifi, de vivre des choses inouïes que nous avons vécues ici avec ces jeunes gens. Il est de bonne loi que nous puissions hausser les tons et donner l'exemple à tous ceux qui suivront ces procès pour que ce genre de bêtises ne se répètent plus. Cette audience foraine en flagrance s'est tenue quelques jours après la présentation des 10 prévenus à la gouverneure Fifi Masuka Saini par les services de sécurité. Pour terminer, au Conseil de sécurité des Nations Unies, lors de sa 1110e séance consacrée au maintien de la paix et de la sécurité en Ukraine, l'RDC a lancé un appel à la retenue. Dans une déclaration lue à New York par l'ambassadeur Jocelyne Kabengele Lukundula, Kinshasa a exhorté le parti prenant à faire preuve de sagesse et à éviter toute action unilatérale susceptible de compromettre les processus en cours. Suivez. Président. La République démocratique du Congo réitère sa profonde préoccupation quant à la détérioration prolongée de la situation sécuritaire et humanitaire en Ukraine. 4 longues années se sont écoulées depuis le début de ce conflit. 4 années marquées par des pertes considérables en vies humaines, par la destruction d'infrastructures essentielles et par le supplice quotidien de millions de civils. La République démocratique du Congo réaffirme qu'il ne saurait y avoir de solution militaire à ce conflit. Seule une issue fondée sur la diplomatie et le dialogue, dans le respect des principes du droit international humanitaire de la Charte des Nations Unies, pour ouvrir la voie à une cessation définitive de cette stratégie que le monde entier peut voir s'arrêter. À ce propos, mon pays salue les efforts entrepris par les partenaires internationaux ainsi que les initiatives diplomatiques en cours, dont celles menées par les États-Unis d'Amérique, de même que l'engagement des parties à privilégier la désescalade et le dialogue, comme en témoigne
la récente rencontre du 18 février dernier à Genève. La République démocratique du Congo fait appel à la sagesse de tous les acteurs et les encourage à éviter toute action unilatérale qui pourrait perturber le processus de paix en cours. Nous estimons qu'il serait judicieux de préserver ce momentum afin de refréner tout élan qui pourrait entraver l'aboutissement à une solution globale, juste et durable. Monsieur le Président, l'Ukraine est aujourd'hui l'un des symboles les plus douloureux de la vulnérabilité des civils en temps de guerre. Alors que l'hiver impose sa rigueur, des millions de personnes restent privées d'un accès à l'électricité, au chauffage et à l'eau potable. La République démocratique du Congo réaffirme avec constance que la protection des civils doit demeurer au cœur de nos priorités. Pour rappel, des mécanismes tels que le Fonds humanitaire pour l'Ukraine et le plan de réponse hivernal 2025-2026 ont permis de fournir une assistance vitale à près de 1,7 million de personnes vulnérables. Toutefois, ces efforts, aussi essentiels soient-ils, demeurent insuffisants face à l'ampleur des besoins. Il est donc urgent et important d'intensifier l'aide humanitaire tout en y garantissant un accès sûr et sans entrave, et tout en veillant également à ce que soient protégées les infrastructures civiles essentielles. Monsieur le Président, il est important de souligner que les conséquences transfrontalières de ce conflit qui entraîne des répercussions directes sur la sécurité alimentaire mondiale est un réel problème. Les perturbations de la production et de l'exportation des céréales affectent durement certaines régions du monde déjà fragilisées, notamment l'Afrique, où des millions de personnes dépendent de ces importations pour se nourrir. Cette crise illustre tragiquement le lien indissociable entre les conflits armés, la faim et l'instabilité. Comme l'a rappelé le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial, la majorité des personnes souffrant d'insécurité alimentaire aiguë vit aujourd'hui dans des zones touchées par les conflits. La faim devient ainsi une arme silencieuse frappant les plus pauvres et les plus vulnérables. C'est précisément pour répondre à ces situations que le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2417 de 2018, réaffirmant sa responsabilité dans la prévention de la famine et de l'insécurité alimentaire liée au conflit armé. Cette responsabilité n'est pas théorique, elle est morale, politique et humaine. Monsieur le Président, fort de sa triste expérience et consciente du coût humain des conflits prolongés, la République démocratique du Congo réaffirme son attachement indéfectible aux principes consacrés par la Charte des Nations Unies. L'égalité souveraine des États, le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, le règlement pacifique des différends et l'abstention de toute forme de coercition incompatible avec les buts et principes de notre organisation. Je vous remercie. Merci. C'est par cet élément que nous mettons point à ces actualités, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer sur votre chaîne Web Info Télévision. À la prochaine.